Il n'aurait jamais dû survivre ce jour-là. Ethan Callaway, promoteur immobilier d'une puissance redoutée, revenait chez lui plus tôt que prévu. Tandis qu'il s'approchait de la poignée en laiton de sa porte d'entrée, il n'avait aucune idée du piège mortel qui l'attendait de l'autre côté. Le ciel de Seattle, exceptionnellement dégagé, baignait son domaine dans une lumière paisible, presque trompeuse. Un rare instant de tranquillité flottait dans l'air, comme si le destin, juste avant de frapper, aimait à s'amuser de sa victime. Mais l'illusion fut brisée net. Un bruissement dans les bois, un mouvement fugace. Quelque chose surgit de l'ombre avec une urgence animale. Une silhouette frêle, pieds nus, se précipita à travers l'allée de gravier. C'était une jeune fille, le visage taché de saleté, les yeux écarquillés d'une terreur brute. Ses bras s'élancèrent en avant alors qu'elle hurlait. « N'entrez pas !» Sa voix se brisa, mais l'ordre résonna comme un coup de tonnerre. Ethan s'immobilisa, sa main suspendue dans l'air, abasourdi. Ce n'étaient pas tant les mots qui le figèrent, mais le ton. Une certitude implacable, presque surnaturelle. La fille s'arrêta à quelques mètres de lui, haletante, le regard planté dans le sien. Il n'y avait dans ses yeux ni folie ni mensonge, seulement l'urgence nue. « Je suis sérieuse », souffla-t-elle, à peine audible. « Tu ne peux pas entrer là-dedans. S'il te plaît. » Ethan voulut répondre, questionné, mais quelque chose dans la façon dont elle tremblait, pieds nus sur le gravier, l'empêcha de prononcer un mot. Elle n'était qu'une enfant où une chemise bien trop grande pendait à ses épaules maigres, ses jambes couvertes de coupures, les genoux à vif, les cheveux en bataille collés par la sueur. Pourtant, ce n'était pas son apparence qui le désarmait. C'était cette conviction, tranchante comme une lame. « Tu es blessé ?» demanda-t-il d'une voix douce, encore incertain. Mais elle le coupa sans détour. « Il y a quelque chose de pas normal dans cette maison. Du gaz. Je l'ai senti cette nuit. C'était mauvais, vraiment mauvais. J'ai cherché quelqu'un, mais personne ne m'a cru. » Elle balaya nerveusement les environs, comme si elle s'attendait à être traquée. Ethan, écartelé entre le doute et l'instinct, fronça les sourcils. Tout cela avait des allures de farce ou d'erreur de perception. Et pourtant, il hésita. Elle recula d'un pas, s'enlaçant comme pour se protéger d'un coup invisible. « Je ne veux pas que tu meures », murmura-t-elle. « Pas toi. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait admis. Contre toute logique, Ethan abaissa lentement sa main, s'éloigna de la porte. « Très bien », souffla-t-il. « Appelons quelqu'un. » Il n'avait même pas remarqué qu'il retenait sa respiration jusqu'au moment où il sortit son téléphone. Il composa les services d'urgence. Derrière lui, la fille sembla se relâcher d'un coup, comme une corde intérieure qui cédait enfin sous la tension. « Il n'y avait vraiment personne, à ce moment-là » demanda-t-il. Elle haussa légèrement les épaules, un geste presque imperceptible. « J'ai essayé » répondit-elle simplement. « Personne ne m'a écouté. Un homme m'a donné $1 pour que je m'en aille. » Puis, elle leva les yeux vers lui et murmura. « Toi, tu n'as pas fait ça. » Les mots tombèrent comme une pierre dans un puits silencieux, plus lourd que tout ce à quoi il s'attendait. Ce n'était pas une plainte, ni une demande de reconnaissance. Elle ne cherchait ni la pitié ni la gratitude. Elle constatait, tout simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan se sentit vu. Non pas en tant qu'homme d'affaires vêtu de costume, ni en tant que nom prestigieux inscrit sur des panneaux immobiliers. Vu en tant qu'être humain. Peut-être même pour la première fois de sa vie. Et elle aussi, en cet instant-là, était bien plus qu'une silhouette dans l'ombre. Quelques minutes plus tard, le chef des pompiers revint avec la confirmation, la maison pouvait être réintégrée en toute sécurité. Le gaz aurait pu s'enflammer à la moindre étincelle. Ethan le remercia brièvement, l'esprit encore troublé, puis regarda s'éloigner le camion rouge, son moteur ronronnant comme un rappel du danger évité de justesse. Quand il se retourna, ses yeux croisèrent ceux de la fille qui avait bouleversé sa journée millimétrée. Elle semblait déjà s'éclipser, glissant dans l'ombre, indécise quant à la suite. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Elle hésita, le regardant un instant comme si elle pesait le prix à payer pour répondre. « Lena » dit-elle enfin. Le nom sortit d'elle comme un secret trop longtemps gardé, presque douloureux à offrir. Il hocha lentement la tête, le gravant dans sa mémoire. Lena. Un prénom simple. Chargé de mystère. Tu n'aurais pas dû être là. Je sais, répondit-elle plus doucement encore.
Mais j'y étais. Il la contempla longuement, et lentement la vérité se fraya un chemin dans son esprit. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un hasard ni un acte de miséricorde tombé du ciel. Cette fille, cet étrange enfant sauvage venu des arbres, venait de lui sauver la vie. Ethan Callaway aurait dû mourir ce jour-là. Et pourtant, il était vivant. Grâce à elle. Quand le dernier véhicule d'urgence disparut au loin, le silence retomba comme un drap lourd. Le murmure des radios de la police s'estompa, et Ethan se retrouva seul, debout sur le perron. Sa mallette gisait toujours là, oubliée, comme le symbole dérisoire de la routine qu'il croyait inébranlable. En face, à demi dissimulée derrière une haie bien taillée, la fille demeurait, figée, comme une ombre attendant le moment de disparaître. Pendant un instant, il pensa qu'elle allait s'évanouir dans l'obscurité, se fondre à nouveau dans cet ailleurs d'où elle était venue. Mais elle ne bougea pas. Elle restait là, immobile, le regard fixe, semblable à ces animaux qui ignorent si la main tendue va les nourrir ou les frapper. Ethan s'éclaircit la gorge, cherchant les mots. Que dit-on à un enfant qui vient de vous empêcher de mourir? Tu as faim, demanda-t-il. Elle ne répondit pas, mais ses yeux glissèrent brièvement vers le sol. Cela suffisait. Viens. Je ne te poserai aucune question. Juste, de la nourriture. Ce fut cela, l'ouverture. Elle avança lentement, méfiante, comme si elle s'attendait à déclencher une alarme. Quand il ouvrit la porte, elle franchit le seuil avec la prudence de ceux qui ne sont pas les bienvenus. Elle ne retira pas ses chaussures. Elle ne regarda pas autour d'elle avec émerveillement. Elle marcha comme si elle n'appartenait pas à cet endroit et qu'elle s'y était résignée depuis longtemps. La maison ne ressemblait pas à ce qu'elle avait imaginé. Quelque chose y flottait, une impression de silence décalé, presque trop ordonné. Lena parcourut les visages figés sur les photos, des inconnus au sourire figé, jusqu'à ce que son regard s'arrête net. Une image. Ethan, plus jeune, souriant, debout à côté d'un autre homme. Même regard, même mâchoire marquée mais deux sourires radicalement différents, l'un discret, presque contenu, l'autre éclatant de lumière. Lena tenait encore la photo quand Ethan l'aperçut. Il n'avait pas voulu l'effrayer et il aurait préféré annoncer sa présence mais le couloir moquetté avait étouffé ses pas, et elle était si absorbée qu'elle ne l'avait pas entendu. Elle sursauta, laissa presque tomber le cadre. Désolé, dit-il aussitôt, la voix douce. Je ne voulais pas te surprendre. Lena, muette, lui montra la photo comme une accusation silencieuse, dépourvue de colère mais pleine de questions muettes. Ethan baissa les yeux vers l'image, puis la reprit délicatement, la replaçant à sa place. Mon frère, dit-il simplement. Ça ne s'est pas bien terminé entre nous. Lena ne posa pas de questions. Ni sur l'homme, ni sur ce qui les avait séparés, ni sur le pourquoi de ces sourires devenus si différents. Elle se contenta d'un petit hochement de tête, comme si elle avait compris l'essentiel ou peut-être qu'elle savait ce que c'était, ces liens qui se brisent sans crier gare. Ethan n'ajouta rien. Pas parce qu'il voulait cacher quoi que ce soit, mais parce qu'il ignorait comment le dire. Comment expliquer à une enfant qu'on perd parfois les gens parce qu'on reste trop loin, alors qu'ils se noient? Que tendre la main trop tard n'a parfois plus rien d'un geste salvateur? Alors il tourna simplement les talons. Je serai au bureau, dit-il. Lena resta là, devant l'étagère, un instant de plus. Puis elle le suivit, ses pas feutrés glissant dans le couloir. Elle ne cherchait pas à se faire remarquer, mais son allure disait autre chose, elle n'avait pas non plus envie de disparaître. Le reste de la journée s'écoula dans un calme fragile. Ethan répondit à plusieurs appels d'agents de sécurité. Tous posaient les mêmes questions, avec des intonations variables. Avait-il reconnu les intrus? Suspectait-il quelqu'un? Avait-il licencié récemment? Des ennemis? Cette dernière question le fit hésiter. Il avait des concurrents, oui. Des gens qui ne l'appréciaient guère. Mais des ennemis? Pas du genre à saboter une conduite de gaz et repartir comme des fantômes. Lena, de son côté, s'était retirée sur la véranda, un espace laissé à l'abandon depuis des mois. Recroquevillée sur une chaise trop grande pour elle, elle tenait son sac à dos contre sa poitrine comme un rempart. Ethan l'apercevait à travers les portes vitrées. Après l'avoir observée un moment, il la rejoignit et s'assit en face d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha doucement la tête. « Tu joues déjà du piano ?» Nouveau hochement, cette fois négatif. « Maman, si.
Sa voix était plate, mais sa main serrant son sac parlait autrement, comme si chaque mot contenait un souvenir qu'elle n'osait plus nommer. « Elle te manque peut-être, murmura Ethan. Elle hésita. Puis, sa voix me manque. Le reste s'efface. Ethan ne répondit pas. Il n'y avait rien à ajouter. Il resta simplement là, avec elle, jusqu'à ce que le silence devienne supportable. Jusqu'à ce qu'il ressemble à une présence. Ce fut bien plus tard, dans la nuit, que tout changea. Il n'y avait plus aucun doute. Lena n'était pas simplement tombée sur sa pelouse par hasard. Elle avait été ramenée ici, guidée par des fragments d'un passé qu'Ethan avait passé sa vie adulte à enfouir sous les chiffres, les rapports de rentabilité et les permis de zonage. Il retourna lentement à son bureau, s'assit avec lassitude, et enfouit son visage dans ses mains. Quelque part, dans cette ville que la pluie imbibait de silence, Marco Villalobos marchait encore. Mais une chose lui apparut brutalement, une partie de lui-même était déjà là. Et elle ne l'avait jamais quitté. Ethan ne dormit pas cette nuit-là. Il en était incapable. Le dessin trouvé dans le sac de Lena tournait en boucle dans son esprit, comme une confession faite à la mine de crayon, trop fragile pour être criée. Il était clair qu'elle n'avait pas voulu qu'il le voie. Cela se lisait dans chaque trait tremblé, chaque ligne hâtive. Mais maintenant qu'il l'avait vue, il n'y avait plus moyen de faire semblant. Elle n'était pas qu'une fugueuse de plus. Elle portait, sans le savoir peut-être, une histoire tissée dans les murs qu'il avait bâtis, une connexion intime avec un héritage qu'il croyait maîtriser. Et elle ignorait encore ce qu'il avait compris. Lui, il n'était pas prêt à parler. Pas avant de savoir ce qu'elle se rappelait. Et surtout, ce qu'elle avait perdu. Quand le matin effleura la ville, Lena était déjà debout, habillée du même manteau trop grand pour elle. Assise au comptoir de la cuisine, elle semblait n'avoir jamais quitté sa place. « Tu as bien dormi ?» demanda Ethan d'un ton égal, presque neutre. Elle acquiesça d'un petit mouvement de tête. « La pluie aide » murmura-t-elle. Il lui versa un verre de jus d'orange et le fit glisser doucement jusqu'à elle. Aucun mot de plus. Pas de questions, pas de pique voilée, juste un silence dense. Elle prit le verre, en but une gorgée lente. Il la regarda du coin de l'œil. Et dans ce bref regard, une image brûla son esprit, celle d'un enfant dessinant un X rouge, marquant sans le savoir le bâtiment qui avait fait sa fortune mais arraché tant de vie. Lena, elle, ne dit rien. Ne leva même pas les yeux. Mais elle ne s'enfuit pas non plus. Et c'est dans ce silence, dans cette immobilité étrange, qu'Ethan comprit, la poussière dans son système n'était pas revenue. Elle n'était jamais partie. Elle vivait là, sous son toit, depuis le début. Ethan passa 3 fois devant le parc à caravane avant de se décider à s'arrêter. Ce n'était pas de la peur, pas celle qu'il pouvait nommer. C'était autre chose. Une terreur sourde, ancienne, semblable à celle qu'on ressent quand on rouvre un chapitre d'un livre qu'on avait évité parce qu'on savait où il menait. L'adresse venait d'un ancien contact dans la sécurité, un homme qui lui devait une faveur. « Il est toujours vivant ?» avait dit l'homme. « Tu es sûr de vouloir ouvrir cette porte ?» Ethan n'avait pas répondu. Il n'était pas sûr. Il ne l'était toujours pas. Le parc se trouvait en lisière de la ville. Pas oublié. Juste, plus commode à ignorer. Il se gara, descendit de la voiture, et marcha lentement sur le trottoir fissuré jusqu'à une unité verte délavée, marquée 12 CO, des chiffres à moitié effacés. Un homme fumait sur les marches. Il semblait attendre. Mais pas quelqu'un en particulier. Marco, souffla Ethan en s'arrêtant à quelques mètres. L'homme ne leva pas les yeux. Ça dépend. Qui demande ? Sa voix était grave, usée mais pas brisée. Ethan Callaway. Un regard. Pas vif. Juste, un regard. Marco se leva. Pas vite. Pas avec colère. Simplement, avec une stabilité étrange. Une cicatrice longue et pâle traçait son visage, du dessous de l'œil gauche jusqu'à la mâchoire. « Hein, dit-il. Je pensais pas que tu viendrais. » Ils restèrent silencieux un moment, puis Marco désigna une vieille chaise en plastique. « Assieds-toi, si tu comptes rester. » Ethan obéit. La chaise grinça sous son poids. « Je ne suis pas là pour discuter, dit-il d'un ton plat. »« Tu ne gagnerais pas, répondit Marco. Mais il n'y avait aucune menace dans sa voix. Juste une lassitude. Une certitude. « Je pense que tu sais déjà pourquoi je suis ici.
Marco expira la fumée entre ses doigts. Tu cherches ceux qui ont essayé de te tuer. Un d'eux me ressemblait. Tu les as envoyés? Marco secoua la tête. Non. Mais j'y ai pensé. Plusieurs fois. Penser et faire, c'est pas pareil. Il planta enfin ses yeux dans ceux d'Ethan. Tu avais fait des promesses. Ma famille est morte en les attendant. Il n'y avait ni colère, ni drame. Juste un fait. Cru. Implacable. Ethan détourna le regard. Je ne savais pas à quel point c'était grave. Non, répondit Marco. Tu n'as pas voulu savoir. Nuance importante. Les mots résonnèrent comme une lame froide le long de sa colonne vertébrale. Marco laissa tomber sa cigarette, l'écrasa lentement du pied. Ma femme, je l'ai perdue d'abord. Pas de soins. Puis mon fils est tombé malade. Et ma fille, elle a disparu il y a 2 ans. Peut-être morte, peut-être pas. Tout a commencé avec cet avis d'expulsion. Ethan pensa évoquer le conseil municipal, les approbations, les cases cochées. Mais rien de tout cela ne tenait debout devant un homme qui avait dû enterrer ses proches pendant que des tours de luxe s'élevaient sur leurs ruines. Je ne voulais pas détruire de vie, souffla-t-il. Tu crois qu'il faut vouloir pour détruire? Non, Ethan. Il suffit que ce soit pratique. Il n'y avait rien à répondre. Tu es venu pour quelque chose, Callaway, finit par dire Marco. Alors demande. La conduite de gaz. C'était toi. Non. Mais si quelqu'un l'a fait, je dormirai quand même. Certains n'ont plus rien à perdre. Tu as pris des maisons, de la stabilité, de la dignité. Et là-bas, quelqu'un s'en souvient. Peut-être qu'ils ne veulent pas la justice. Peut-être qu'ils veulent juste l'équilibre. Ethan se leva. Pas par défi. Mais parce que rester assis lui semblait soudain trop facile. Je suis désolé. Ça ne change rien. Mais c'est déjà quelque chose. Ils ne se serrèrent pas la main. Marco tourna le dos et rentra. La porte se referma doucement, laissant Ethan seul, avec le poids du silence et de ses conséquences. La lettre. La réponse avait bien été enregistrée à un simple timbre oblitéré dans le coin. Ethan posa les yeux sur la date. 4 mois. 4 mois avant que le bâtiment ne s'effondre. 4 mois avant que cette fillette ne soit laissée sans toit, sans refuge. Il s'agrippa au rebord du bureau comme s'il cherchait à ne pas sombrer. Cette lettre, elle n'était pas comme les autres. Il y en avait des dizaines, des boîtes pleines de requêtes similaires, noyées dans la bureaucratie. Mais celle-ci n'était pas une statistique. Elle portait un nom. Elle avait une voix. Et elle avait été écrite par une mère. Le retour à la maison. Il le savait déjà. Pourtant, quand Ethan franchit la porte du salon, ce qu'il vit l'ébranla. Lena était assise à même le sol, les jambes croisées, un vieux dossier renversé devant elle. Elle dessinait au dos avec un crayon ébréché. Elle ne leva même pas les yeux. Ou peut-être l'avait-elle vu mais choisi de ne rien montrer. Ethan la contourna et s'assit derrière elle, sur le canapé. Il ne dit rien, attendit simplement. Au bout d'un moment, elle tourna la tête. Ça va, demanda-t-elle d'un ton léger. Mais ses yeux disaient tout le contraire. Il ne répondit pas tout de suite. Il observait le dessin sur ses genoux à un bâtiment, encore un, mais cette fois-ci, ce n'était pas Madison Towers. Celui-ci semblait plus petit, plus modeste, peut-être même inventé. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il. Un endroit qui ne change pas, murmura-t-elle. Un endroit qui reste. Ethan se pencha en avant. Je peux te poser une question? Elle hésita, puis hocha la tête. Le nom d'Angela Reyes te dit-il quelque chose? Ses paupières battirent. Le crayon resta figé entre ses doigts. Silence. Pourquoi? Demanda-t-elle enfin. J'ai trouvé une lettre aujourd'hui, répondit Ethan. Elle nous demandait de ne pas expulser l'unité 4B. Elle disait que sa fille n'avait personne d'autre qu'elle. Le souffle de Lena se brisa dans un sifflement à peine perceptible. Elle leva les yeux, lentement. C'était ma mère, dit-elle presque sans voix. Le choc. Un silence tombal envahit la pièce. Le nom, Angela Reyes, s'était abattu sur elle comme un orage qu'on croyait oublié. Angela était ta mère, dit-il d'une voix douce,
bien qu'il ait déjà compris. Elle hocha la tête, les lèvres pressées en une ligne tremblante. Il disait qu'elle était toujours en retard sur le loyer, juste un numéro de plus dans leur registre, mais ce n'était pas ça. Sa voix ne craqua pas, mais ses yeux parlaient à sa place. Elle disait que ce n'était que temporaire, qu'elle allait arranger les choses, qu'on trouverait un moyen. Ethan sentit sa gorge se nouer. Il n'avait rien à dire, rien d'utile. Même ses mots, quand ils sortirent, lui semblèrent fades, déplacés. Léna détourna la tête. Personne ne savait. Et surtout, personne ne s'en souciait. Elle se leva, croisant les bras sur sa poitrine, le menton relevé dans une fierté douloureuse. On est resté aussi longtemps qu'on a pu. Puis les camions sont venus. Elle n'ajouta rien. Elle n'en avait pas besoin. L'image parlait d'elle-même, une enfant serrant la main de sa mère tandis que des bulldozers ronronnaient à l'extérieur. Leur maison condamnée par des gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Des gens comme lui. 4. L'héritage d'un oubli. La culpabilité lui noua les entrailles. Il avait lu la lettre trop tard. Bien trop tard. Et maintenant, la fille de cette femme vivait sous son toit, un souvenir oublié revenu à la vie. Il sortit l'enveloppe de la poche intérieure de son manteau et la lui tendit. « Je pense que c'est à toi, murmura-t-il. Léna la prit avec lenteur, ses yeux parcourant l'écriture. Elle ne pleura pas. Ne dis rien. Elle replia la lettre et la serra contre sa poitrine comme on garde une dernière relique, un dernier fragment d'une mère disparue. Puis, sans un mot, elle monta les escaliers. Ethan ne bougea pas. Il ne la suivit pas. Il savait qu'il ne le méritait pas. Il resta assis là, dans le silence écrasant de la nuit. Ce n'était pas juste une question de système brisé ou de décision bureaucratique. C'était personnel. C'était une vie, une enfance fracassée par une décision qu'il n'avait même pas vraiment regardée. Léna n'était pas juste une survivante. Elle était un fantôme de son passé, celui qu'on enferme dans des cartons en espérant que le temps efface les noms. Mais elle n'avait pas disparu. Elle avait survécu. Et elle était revenue, droit dans la maison de l'homme qui avait signé l'avis d'expulsion. Rassemblant leurs boîtes remplies de souvenirs et leur silence s'accumulait, Ethan ouvrit la porte, laissant Léna entrer la première. Elle hésita une seconde, puis franchit le seuil. Il la suivit. Cette fois, il ne resta pas en retrait. Il ne détourna pas le regard. Il resta. Cela faisait des années qu'Ethan n'avait pas écrit quoi que ce soit à la main. Tout dans sa carrière avait été poli, filtré, digitalisé. Chaque idée passait à travers des logiciels, des assistants, des filtres de validation avant même d'atteindre la salle de réunion. Mais cette fois, cela devait être différent. Pas seulement le contenu, mais l'intention. Il s'assit à la table à manger, sortit un vieux bloc-notes et, avec un stylo oublié au fond d'un tiroir, il recommença à écrire. Des mots griffonnés, bruts. Ce qu'il bâtissait désormais n'était pas pour engranger du profit. Il construisait pour réparer. Pour expier. L'idée était simple, presque naïve dans sa forme, mais radicale dans son objectif, prendre un terrain que son entreprise avait jadis rasé, non pour y ériger une nouvelle tour ou une enclave de luxe, mais pour y reconstruire des maisons abordables, durables. De vrais foyers. Pensés avec ceux qui les habiteraient. Conçus avec la voix de ceux que les plans d'avant avaient balayés. Il n'avait aucune idée de la manière dont le conseil d'administration réagirait et pour la première fois, cela lui importait peu. Il envoya des messages à plusieurs leaders communautaires, y compris Marco, même si cela lui coûtait. Son message était court, sans emphase ni slogan, « Je veux votre aide pour créer quelque chose de réel. Si vous êtes prêts. » Pas de branding. Pas de promesse de retour sur investissement. Juste une invitation. Il savait qu'il arrivait tard dans la bataille. Mais il arrivait. Et pour une fois, il ne venait pas avec des bulldozers ou des PowerPoint. Il venait pour écouter. Au début, les réponses furent rares et prudentes. Quelques silences. Quelques refus. Quelques messages remplis de scepticisme. Et puis, il y eut celui de Marco, laconique mais décisif, « Je t'écouterai. » Cela suffit. Ethan organisa une réunion privée. Pas dans un immeuble de verre, mais dans une salle sobre d'un centre de loisirs. Il apporta des croquis, des notes griffonnées, des concepts qu'il n'avait montrés à personne. Marco s'assit en face, les bras croisés, visage impassible. Il feuilleta les premières pages, sans expression, puis releva la tête.
T'es sérieux? Demanda-t-il. Ce n'est pas un coup de com', répondit Ethan sans hésiter. Pas de presse, pas de caméra. Pas même le logo de Callaway Développement. Je me fiche que mon nom soit sur le document final. Marco plissa les yeux, méfiant. Qu'est-ce qui a changé? J'ai rencontré quelqu'un, murmura Ethan. Quelqu'un qui m'a rappelé ce que c'est, vraiment, de tout perdre. Silence. Long. Profond. Puis Marco hocha la tête. D'accord. Mais on fait ça à ma manière. Tu ne décideras pas de tout. Très bien, répondit Ethan. J'en ai assez décidé tout seul. Et ils commencèrent. Pendant des heures, ils échangèrent des idées, dessinaient des plans rudimentaires au crayon sur des feuilles blanches. Ce travail, aussi imprécis fut-il, semblait plus réel, plus vrai, que toutes les présentations qu'Ethan avait faites depuis 10 ans. Il ne cherchait pas à sauver sa réputation. Il voulait faire quelque chose qui ait du sens. Ici, maintenant. De retour à la maison était étrangement calme. Lena, ces derniers temps, était plus discrète. Pas fermée, juste, sur la retenue. Comme quelqu'un qui se demande si le bonheur est vraiment fait pour durer. Ethan ne posait pas de questions. Il avait appris à être là sans tout corriger. Être une présence fiable, pas un sauveur. Ce soir-là, il rentra tard. Il pensait la trouver endormie. Mais la lumière du couloir était allumée. Son sac à dos, posé sur les marches. Un détail inhabituel. Elle le gardait toujours près d'elle, prête à partir. Lena? Appela-t-il doucement. Pas de réponse. Puis un grincement discret à l'étage. Une porte s'ouvrit. Pas celle de la chambre d'amis qu'elle avait choisie. Une autre. Fermée depuis des mois. Il monta les marches. Elle était là, debout, pieds nus au milieu de la pièce. Immobile. Elle fixait un mur. La pièce était simple, un lit, un bureau, une étagère. Mais elle sentait le neuf. Fraîchement repeinte. Sur le mur, juste au-dessus du lit, un panneau accroché. La chambre de Lena. Elle s'en approcha, tendit la main, et effleura doucement les lettres. Comme pour vérifier si elles étaient vraies. Elle ne pleura pas. Mais son silence était dense, comme un souffle trop longtemps retenu. « Tu as fait ça ?» demanda-t-elle, à peine audible. Ethan hocha la tête. « Oui. Ça m'a pris du temps pour bien le faire. » Elle ne se retourna pas. Une autre question lui brûlait les lèvres. Pourquoi? Il n'eut pas besoin de réfléchir. Parce que je voulais qu'il y ait un endroit ici qui ne soit pas temporaire. Quelque chose qui soit juste à toi. Si tu le veux. Elle laissa tomber la main. Je ne pensais pas que tu me garderais aussi longtemps. Il sourit. Moi non plus. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer cette maison sans toi. Alors elle se tourna. Lentement. Et le regarda avec une expression qu'il n'avait jamais vue, fragile, tremblante, mais pleine de vie. Est-ce que je peux rester pour toujours? Pas un ordre. Pas une supplication. Juste une question. Hésitante. Comme un enfant qui n'a jamais osé en poser une. Je ne vais nulle part, répondit-il. Sa voix ne trembla pas. Pas de condition. Juste la vérité. Elle s'avança. Un pas. Puis un autre. Assez près pour toucher son bras. Mais elle ne le fit pas. Elle resta là, laissant les mots s'imprégner. Ethan ne combla pas le silence. Il le respecta. Elle avait trop longtemps appris à s'attendre à la fin, à se préparer à la fuite. Mais ce soir, la porte était restée ouverte. Le nom était resté accroché. Et la pièce était là. Encore. C'était peut-être le début de quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. Un sentiment. Un calme ordinaire. Précieux. Plus tard, Ethan passa devant la pièce. La porte était entr'ouverte. Lena était au lit, la couverture jusqu'au menton. Sa boîte de souvenirs trônait sur la table de nuit. Le panneau au-dessus du lit l'attira une fois de plus. La chambre de Lena. Il avait fallu des mois pour que ces mots puissent être accrochés ici comme une évidence. Maintenant, il faisait partie du décor. Il ne rentra pas. Il resta là, quelques secondes.
Juste assez pour savoir qu'elle allait bien. Alors qu'il tournait les talons, une voix douce, presque un souffle, s'éleva. Merci. Rien d'autre. Pas besoin de plus. Pas de scène. Pas de larmes. 2 mots. Et en marchant dans le couloir, quelque chose en lui s'apaisa. Peut-être pour la toute première fois. Il avait construit des tours pour des inconnus. Des villes pour des bilans financiers. Mais cette pièce, peut-être était-ce la seule chose qu'il ait jamais bâtie qui comptait vraiment. Le lendemain, il se tenait devant le conseil municipal. Face au micro. La salle pleine à craquer. Presse en fond de salle. Promoteur cravaté à droite. Habitants éparpillés à gauche. Tous attendaient. Pas un projet. Pas un budget. La vérité. Quand son nom fut appelé, il s'avança. Lentement. Les murmures fusaient déjà. Ethan Callaway. Celui qui n'apparaissait que pour les inaugurations. Ou pour éviter un scandale. Mais aujourd'hui n'était ni l'un ni l'autre. Il posa ses notes. Puis ne les regarda plus. Je m'appelle Ethan Callaway, dit-il. Certains me connaissent comme l'homme des projets, des immeubles, des profits. Des horizons modifiés. Un rire poli se répandit. Il ne sourit pas. Mais je ne suis pas ici en tant que PDG. Je suis ici en tant qu'homme. Un homme qui a échoué. Le silence tomba. J'ai échoué à voir les gens derrière les chiffres. À lire les lettres. À être là, humainement. Et quelqu'un, que vous ne connaissez pas, m'a rappelé ce que cela coûte vraiment. Il ne la nomma pas. Il n'en avait pas besoin. Il y a quelques mois, une enfant m'a sauvé la vie. Une étrangère. Quelqu'un qui n'avait rien à y gagner. Elle m'a sorti du feu au sens propre comme au figuré. Elle vivait dans l'ombre de ce que j'avais construit. Et pourtant, elle m'a tendu la main. Il marqua une pause. Les mots pesaient. On parle de rebâtir. Mais si on commençait par réparer la confiance? Avant de poser du béton, posons la question de la responsabilité. Il leva les yeux. Je ne demande ni pardon ni reconnaissance. Je dis juste que je recommence. Et cette fois, ce sera autrement. Pas d'en haut. Derrière lui, un dossier contenait des plans, des logements à loyer modéré, pensés avec les habitants. Mais la vraie reconstruction se passait là. Dans sa voix. Dans la confession. L'audience fut suspendue dans un silence incrédule. Puis, des voix éclatèrent. Journaliste. Investisseur furieux. Un associé le traita de traître au marché. Ethan haussa les épaules. Alors peut-être que ce marché-là doit disparaître. Il ne voulait plus protéger un système qui écrasait des gens comme Lena. Il avait passé sa vie à bâtir. Mais aujourd'hui, pour la première fois, il avait choisi de réparer. Et ce soir-là, alors que le soleil se couchait, une fille en bonnet jaune l'attendait sur les marches. Pas cachée. Pas dessinant. Juste là. Présente. Intentionnelle. Et lui, il savait que c'était le début de ce qu'il n'avait jamais su nommer, la maison. Elle tenait dans ses mains le bonnet jaune, celui qu'elle portait ce fameux jour où elle était sortie en titubant de la forêt, les yeux grands ouverts, terrifiée mais résolue. Aujourd'hui, elle le serrait faiblement, comme si le tissu n'avait plus d'utilité, comme s'il avait accompli sa mission. Ethan s'approcha à pas lents, respectueux de ce moment fragile. Elle leva les yeux vers lui et lui adressa un léger signe de tête. « Tu as dit ce qu'il fallait dire », murmura-t-elle d'une voix douce. Il s'assit à côté d'elle, les gestes mesurés. « Tu l'as entendu » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. Des extraits, quelqu'un diffusait ça en direct. Tu avais l'air nerveux. Je l'étais, admit-il. Je le suis toujours. Elle retourna le bonnet entre ses doigts, comme pour y chercher une dernière étincelle de sens. Je l'ai mis pour qu'on me voie. Pas comme une gamine perdue. Comme quelqu'un de vrai. Son regard se releva vers lui, plus tendre, presque résigné. Mais je crois que je n'en ai plus besoin. Elle lui tendit le bonnet, les deux mains ouvertes, comme si elle lui confiait bien plus qu'un simple accessoire. Et c'était vrai. Ce n'était pas qu'un morceau de tissu, c'était une part d'elle-même, une étape franchie. Ethan ne se précipita pas. Il la regarda d'abord, vraiment regardée, avec la pleine conscience de ce que ce geste représentait.
Ce n'était pas un simple abandon d'un vêtement, c'était une déclaration silencieuse, elle n'avait plus besoin de se cacher, ni de signes pour prouver qu'elle existait. Quand enfin il accepta le bonnet, il ne le replia pas ni ne le rangea. Il le posa doucement sur ses genoux, comme s'il tenait un trésor fragile, sacré. Tu sais, dit-il lentement, ce bonnet m'a sauvé plus d'une fois. Elle tourna la tête vers lui, un demi-sourire au coin des lèvres. Ce n'est qu'un chapeau. Il secoua la tête. Non. C'était un rappel. Un rappel qu'il y avait quelqu'un là-dehors, quelqu'un qui voyait ce que moi je n'arrivais pas à voir. Quelqu'un d'assez courageux pour crier quand moi, j'étais trop perdu pour entendre. Elle ne répondit pas, mais son épaule effleura la sienne. Pas en s'y appuyant, juste en se posant là. Présente. Et pour Ethan, c'était suffisant. Aucun mot de plus ne fut nécessaire. Ce soir-là, le vrai discours n'avait pas eu lieu sur une estrade, mais ici, dans le silence, à travers une compréhension mutuelle. Ils restèrent là longtemps, bien après que la nuit soit tombée. Le bonnet était posé entre eux comme un artefact sacré, non plus un symbole de fuite, mais de renaissance. Ethan regarda l'enfant devenue jeune femme, celle qui avait un jour jailli hors des bois pour l'empêcher d'ouvrir une porte qu'elle ne voulait pas qu'il franchisse. Et aujourd'hui, elle lui offrait un morceau d'elle-même, un geste d'une confiance immense. Alors qu'il faisait passer une dernière fois le tissu jaune entre ses doigts, ce n'était plus un objet qu'il tenait, mais une promesse. Les premiers murs s'élevaient, lourds de brouillard matinal, comme si le ciel lui-même hésitait entre passé et avenir. Des semaines entières de réunions, de débats, de compromis avaient finalement donné naissance à quelque chose de concret. Ce n'était plus de simples mots. C'était réel, du béton, du bois, de l'espoir. Et, en plein centre du site, accroché à une barrière temporaire, un panneau indiquait fièrement « Futur emplacement de la maison Lénao pour ceux qui ont attendu ». Ethan se tenait à côté de Marco, casque sur la tête, observant les ouvriers s'affairer. Marco, les bras croisés, lança un regard bref vers le chantier. « J'aurais pas cru que tu irais jusqu'au bout, dit-il. Ethan esquissa un sourire. La plupart des gens ne l'ont pas cru non plus. Marco le fixa et répondit simplement « Mais t'es plus comme la plupart des gens maintenant. » Et c'est ça, la différence. Léna n'avait pas encore vu le site de ses propres yeux. Ethan lui avait simplement dit qu'il préparait une surprise. Il voulait que le panneau parle pour lui, que les mots inscrits soient le vrai message. Et en dessous, gravé en lettres de laiton sur la fondation, deux noms brillaient, Léna Reyes et Angela Reyes. Aucun nom de famille pour Ethan, c'était le souhait de Léna. Cette maison, c'est pour elle, surtout pour elle, avait-elle dit. Et il avait acquiescé. Parce que ce n'était pas une question de propriété. C'était une réparation attendue depuis trop longtemps. De retour à la maison, Ethan tenait une enveloppe dans sa main. Légère en poids, mais lourde de sens. Il l'avait contemplée pendant des heures avant d'appeler Léna en bas. Elle descendit prudemment, habillée d'un sweat trop grand et de chaussettes dépareillées, l'air intrigué plus qu'inquiète. Le salon était silencieux. Pas de décoration, pas de cérémonie. Juste deux. Et un début. « J'ai quelque chose à te donner, dit-il. Léna inclina la tête, observa l'enveloppe. « Je suis puni ?» Il sourit doucement. « Non. C'est tout le contraire. » Elle s'approcha lentement, tendit la main comme si elle craignait que le papier ne disparaisse à son contact. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite. Elle le fixa, puis leva les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Sa voix était plus douce, pas effrayée. Juste remplie d'une prudente incertitude. Ethan s'agenouilla devant elle, sérieux. « Il est écrit que tu n'es plus une invitée. Il est écrit que tu fais partie de cette famille. » Elle ne répondit pas immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement, mais son souffle se suspendit. « Tu veux dire, légalement ?» Il hocha la tête. « Tout est en ordre. Tu n'as plus à te sentir provisoire. » Léna le regarda comme si elle essayait de croire à une réalité trop belle pour être vraie. Elle s'assit en tailleur, plaça l'enveloppe sur ses genoux, ses doigts effleurant les bords. « Personne ne m'a jamais demandé si je voulais appartenir quelque part, murmura-t-elle. On m'a toujours dit où je n'avais pas ma place. » Ethan ne dit rien. Il savait que ce moment était pour elle. Je croyais que ça allait toujours rester temporaire. Comme tout le reste. Les canapés. Les foyers. Elle tapota l'enveloppe du bout du doigt.
Ça veut dire que je vais pas redevenir invisible. Exactement, dit-il. Tu n'as jamais été invisible, Lena. Mais maintenant, il y a une preuve. Et elle t'appartient. Elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Mais ses épaules s'abaissèrent. Ethan savait ce que ça signifiait, un relâchement. Un souffle intérieur, enfin libéré de la peur constante que la porte se referme. « Tu me voudras encore, même si je fais une erreur ?» demanda-t-elle, presque dans un souffle. « Surtout si tu en fais une. » Et ces mots lui permirent enfin de respirer. Un vrai souffle. Celui qu'on prend quand on sait qu'on ne sera plus rejeté. Plus tard, seule dans sa chambre, Lena ressortit sa boîte en plastique qu'elle n'avait pas touchée depuis des semaines. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, les mêmes trésors, une bague en plastique, un caillou, une photo. Et maintenant, elle y plaça soigneusement le certificat d'adoption. Elle le plia avec précaution, même s'il n'était pas fragile. Il lui semblait simplement qu'il fallait le traiter avec soin. Puis, elle alla chercher la clé de rechange que lui avait donnée Ethan, celle qu'elle n'avait jamais osé utiliser. Elle la plaça dans la boîte, referma le couvercle. Cette fois, elle sourit au déclic. Assise en tailleur sur le lit, la boîte sur les genoux, elle regarda la clé. « Ça veut dire que je n'ai plus besoin de courir », murmura-t-elle. C'était pour elle seule. Une promesse chuchotée comme une incantation. Et cette fois, la magie était déjà réelle. À l'étage, Ethan, assis dans le couloir, attendait d'entendre ses pas familiers. Non pas par inquiétude, mais par habitude. Ce soir-là, elle ne vint pas. Et pour la première fois, ce silence-là ne le troubla pas. Il le réconfortait. Il y avait enfin de la paix. Une maison, pleine comme jamais auparavant. Il ferma les yeux, paisiblement. Ce n'était pas lui qui l'avait sauvée. Elle s'était sauvée elle-même. Mais il avait construit un lieu où elle pouvait s'arrêter. Une maison sans cadenas, une plaque portant son nom. Et une boîte qui contenait non seulement des souvenirs, mais une appartenance. Il s'endormit avec un calme dans le cœur qu'il n'avait plus connu depuis des années. Et quelque part en bas, une fille dormait profondément sous des couvertures chaudes, sans peur. La clé rangée à sa place. La porte, elle, était restée ouverte. Pas seulement pour elle. Mais grâce à elle.